il y a quelques jours, je travaillais en fait sur le quatrième volet de ma série de chroniques qui est consacrée sur les destins un peu uniques de personnages célèbres. En fait, on avait fait ensemble, on avait commencé par Miyamoto Musashi, le célèbre escrimeur réputé au Japon, si ce n'est finalement au monde. On avait continué avec, je sais pas si vous vous rappelez, avec Nicolas Flamel, Bien sûr. donc l'alchimiste qui aurait du coup alimenté les fantasmes avec la pierre philosophale notamment. Et puis on avait terminé avec Isoroku Yamamoto, qui était l'instigateur, Pearl Harbor. le chef effectivement de l'attaque de Pearl Harbor. Mais du coup, là, tu nous fais du teasing pour une prochaine fois, parce que ça va pas Et du du tout être coup- ça ce que tu vas faire Du aujourd'hui. coup, effectivement, j'avais prévu de faire une quatrième chronique sur un autre personnage, mais j'ai eu une coupure internet sur plusieurs jours et malheureusement, il me restait peu de temps pour la finaliser. J'avais pas forcément envie de faire quelque chose de bâclé, donc je me suis dit que je vais préparer un jeu, ce sera beaucoup plus rapide et on va quand même garder un thème historique. Et je me suis aperçu que ça sera pas un jeu de citation comme j'avais l'habitude de faire, mais j'ai cherché un nouveau jeu et je me suis arrêté sur quelque chose que j'avais fait en licence d'histoire, enfin on m'avait fait faire Ouais. une sorte d'examen, en fait c'était noté. Le principe, je l'ai trouvé assez cool et en fait il est très sympa et très rapide à faire pour qu'on cherche un petit peu deux trois sources, qu'on se renseigne. Hein. En fait, ce jeu c'est simple, c'est aurait-on pu voir quelque chose, et ce quelque chose c'est un personnage historique, Ouais. souvent célèbre, comme ça on se perd pas trop sur les dates, qui manipule par exemple un objet. Et cet objet, en fait, il est daté par une invention. On l'a inventé à une époque. Et le tout, c'est de savoir si notre personnage aurait pu utiliser, manipuler cet objet. Est-ce qu'il avait été inventé à l'époque où notre personnage a vécu? Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire attention à deux choses. À peu près quand est-ce que notre personnage est né, mort, pour savoir où on se situe. Et ensuite, à quelle époque a été inventé, créé l'objet en question, par exemple. Ok? D'accord. Donc c'est une sorte de vrai ou faux. Hein. Mais il faut juste simplement chercher un petit peu dans ces méninges si c'est possible ou pas. Okay. Alors, exemple tout con, hein, si je vous dis par exemple, est-ce que Mao Zedong, on l'avait fait hier ensemble, utilisant une calculatrice, et ben on regarde effectivement, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas la même calculette qu'on a aujourd'hui, hein, mais effectivement, on aurait pu tout à fait le faire. Alors là, on va le faire, on va rentrer un petit peu en détail pour les réponses. Hein, mais la première du coup de ces interrogations. Alors, aurait-on pu voir? Du coup, je vais prendre Shakespeare manipulant un microscope. Oui. Moi, je dis non. Un microscope. Un microscope. Un microscope Oui. pour voir des choses microscopiques. C'est ça. C'est faux. C'est non. C'est faux. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est faux? T'as une idée? J'aurais envie de dire que le microscope a été inventé aux alentours de Pasteur, et du coup, on n'est pas du tout sur le même siècle. Et toi, du coup, Léo, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est vrai, mais c'est peut-être pas un microscope comme on pense pour aller voir jusqu'au microscopique, mais au moins ça grossit beaucoup. Alors, écoutez, c'est vrai. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. En fait, William Shakespeare, donc du coup, pas besoin de le présenter, hein, grand dramaturge et poète anglais du XVIe siècle, du coup, puisqu'il est né en 1564 et il est mort en 1616, aurait très bien pu manipuler l'invention de Zacharias Janssen, fabricant d'optique hollandais qui créa le microscope en 1590, qui n'est autre en fait que la combinaison de deux lentilles, l'une convexe, l'autre concave, et ce qui permet, comme l'a très bien dit Marc, de pouvoir voir le plus petit, ce qu'on avait la possibilité de voir à l'époque. Alors après, reste que ce procédé avait déjà été mentionné en 1538 par un certain Girolamo Fracastor, mais qui n'avait pas été testé, donc pas forcément ça n'a pas été enregistré, donc on prend en ligne de mire l'invention de Zacharias Janssen. D'accord. Poursuivons. Aurait-on pu voir, hop, ah bah tiens, César, donc je parle de Jules César, se renseignant sur les prémices de ce qu'est un atome? Oui, c'est possible. De manière peut-être philosophique. De manière philosophique. Je suis sûr qu'il y a des philosophes et scientifiques grecs qui se sont penchés sur la question. C'est obligé. Ouais. Je crois moi je dis oui aussi, mais je crois que Aristote ou Socrate. Oui, il y a des Grecs à qui ont dû y penser, je pense. Ouais, vous êtes effectivement sur la bonne piste. Alors on parle pas de l'atome comme ça, hein, vraiment. Hein. Mais c'est tout à fait possible en fait, parce que Jules César, il est né en moins 100 avant Jésus-Christ, il est mort en moins 44. Et or les prémices de la compréhension de ce qu'est un atome, sous le nom à l'époque de grain composant la matière, vient de philosophes qu'on appelle présocratiques, autrement dit provenant de la Grèce antique, mais du 5e siècle avant Jésus-Christ environ. En fait, cela se comprend assez facilement si on analyse du sable ou de la terre, il n'en fait aucun doute qu'ils sont composés de grains. Et ces grains forment à l'inverse un tout, une montagne, une mer, si l'on prend des gouttes d'eau par exemple. Or, il s'agit d'une pensée philosophique qui ne sera prouvée scientifiquement par la suite, bien plus tard, grâce à la chimie du XVIIIe siècle, avec la découverte de ce que l'on appelle les éléments,
puis de la physique, avec la découverte des particules, pour arriver enfin au 19e siècle et la découverte des atomes. Il aura donc fallu à peu près 2000 ans avant de prouver la théorie par la pratique. D'accord. Ok. Ils avaient du pif. Hein. Ouais, ils étaient balèzes, les Grecs. Ils sont forts, mais vraiment beaucoup de choses. Ils avaient déjà prédit pas mal de choses. Enfin, ils avaient expliqué Ils avaient prédit des la choses. fin du monde en 2022. Oui, enfin, Pardon. disons que à l'époque, t'as pas la capacité de pouvoir prouver grand chose, mais Oui. t'as un raisonnement qui effectivement va dans le bon sens. Il va falloir simplement attendre pour que ça puisse être validé par Ouais, c'est des la science. gars qui savaient réfléchir avec ce qu'ils avaient autour, quoi. Tout à fait. Balèze, quoi. Alors le prochain est quand même assez atypique. Napoléon, puisque du coup, hier on a fêté le bicentenaire de sa mort. Enfin, commémorer. Commémorer serait le terme le plus choisi, mieux choisi. Alors Napoléon, je disais, jouant aux échecs contre une intelligence artificielle. Oui. Oui, c'est possible, ouais. Oui. C'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu cette histoire ou pas? Alors, je suis persuadé qu'il y a déjà des automates qui ont été créés bien avant. Le canard de Vaucanson, par exemple, qui est un automate très connu, créé au 18e siècle, je crois, si je dis pas de conneries. Et sinon, je crois qu'effectivement, les premières, après, le problème, c'est que j'ai tellement un imaginaire steampunk qui se dessine dans ma tête, c'est réel ou ce qui est faux. Je crois que c'est possible. Oui, ça doit être possible. Il y a pas une histoire que c'est un imposteur, non? Il y a mais quelqu'un qui joue derrière. Oui, il y avait quelqu'un dedans qui faisait semblant, je crois. Ouais. En fait, vous avez l'ensemble un petit peu de l'histoire. En fait, ça semble impossible, mais pourtant Napoléon a bel et bien joué contre ce qu'on appelle un Turc mécanique. Voilà. Donc le Turc mécanique, vous avez bien entendu, hein, on parlait de robot, il s'agit en réalité de ce qu'on appelle un automate. Vous avez tout à fait raison. Il était censé pouvoir jouer contre une personne en déplaçant par lui-même les pièces et en réfléchissant stratégiquement par lui-même. Construit d'ailleurs en 1770 par un certain Johann Wolfgang von Kempelen, assis d'ailleurs devant un large bureau qui contenait les engrenages et autres mécanismes nécessaires à son fonctionnement, l'automate a gagné la majeure partie de ces duels d'échiquier auxquels il a participé. Notamment, on peut citer quelques célèbres du coup de ses opposants, comme Catherine II de Russie qui l'a battu, aussi Benjamin Franklin et même Napoléon qui tenta de tricher du coup en déplaçant furtivement une pièce, mais l'automate s'en aperçut et redirigea lui-même la pièce vers son emplacement initial. Par contre, nous sommes d'accord, hein, cela reste faux car il s'agit de l'un des plus grands canulars de l'époque, puisque le grand bureau sur lequel était posé l'échiquier abritait un homme qui, à la manière d'un marionnettiste, en fait, bougeait les bras de l'automate. Pour votre culture, si vous le désirez, je vais vous le mettre d'ailleurs sur Discord, vous mettre la photo, de l'automate en question et comment est-ce qu'il a été réalisé. Voilà un petit peu de comment puisqu'on parle, hein, voilà, avec une allure de Turc, puisque on parle des échecs. Hein, donc, du coup, oui, quelle classe. C'était effectivement ça m'a fait sourire de savoir qu'effectivement on a fait une gigantesque blague à partir de ça, un Turc automate qui est Turc automate, Turc ottoman, c'est un truc. Il y a même une vanne de jeu de mots. Mais tout à fait, en fait, si on considère, ce sont des premiers mécanismes, mais on utilisait les automates depuis très très longtemps. D'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'un des plus anciens, il remonte à l'Égypte antique, si je me rappelle. Et en fait, c'était un automate qui du coup levait le bras et désignait le futur pharaon Amon, qui du coup avec pharaon soleil. Bon, bien sûr, c'était un prêtre qui était à l'intérieur. Hein, bien sûr, c'était. Les gens étaient au courant, d'ailleurs. En fait, c'était les premiers mechas plutôt que les premiers automates. Oui, puisque ce sont des personnes effectivement qui les manipulaient, qui étaient à l'intérieur. Hein. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on rigole. La prochaine, du coup. Pardon. Albert Einstein utilisant un téléphone portable. Plus compliqué celle-ci. Un téléphone portable? Oui. Einstein. Un cellulaire, quoi, du coup. Oui, hein. On parle vraiment d'un téléphone portable, c'est-à-dire que tu peux porter. Voilà. Donc un GSM. Un GSM, donc un téléphone satellite, je pense. Ah putain, il est mort. Non. Ah non. Non, il y a un piège. Il y a eu trop de vrais. Il y a eu trop de vrais pour l'instant. Je vais mettre faux, moi. C'est faux. Non. Je dis c'est faux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de radios. Ouais, mais il a dit téléphone. Je considère pas la radio comme un téléphone. C'est ça, c'est de la J'ai précisé. D'accord. Le téléphone portable. Hein. Voilà. Moderne. Alors c'est faux, hein, puisque l'invention du téléphone portable, donc on le disait GSM, autrement dit Global System Mobile, comme on avait vu hier, tu m'avais demandé en plus, je suis con. A été inventé en 1973. Or, Einstein, lui, est mort en 1955. Bon, il n'a donc pas pu utiliser un GSM, mais ça n'a pas empêché l'homme de communiquer par d'autres moyens téléphoniques de son époque, des téléphones manuels.
et surtout pour lui, du coup, automatique. Et Même les- si, ça s'est pas joué à grand chose, hein, lors d'une Ouais. vingtaine d'années. Franchement, il aurait presque pu. Il aurait presque pu. Il aurait un petit 0,6. il fait pas d'effort. Hein. C'est clair. Ensuite, Léonard de Vinci faisant la démonstration d'une imprimante 3D. Oh là là. Le problème, c'est qu'il a tout fait, lui. Euh, Imprimante 3D. Oui. Genre, une machine qui te crée l'objet que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, les machines qui tu Ouais, choisis un Tu objet, choisis un quelque objet et chose, l'imprime. et la machine le réalise, en 3 dimensions. Non, mais c'est pas possible. Non, Enfin, sinon, on aurait trop avancé d'un coup. Enfin, Mm. ou alors il y a un piège. Je sais pas. Léo, tu penses quoi, toi? alors moi je pense que ça va être faux. Ouais, 3D, Moi, je pense que c'est faux. C'est pas faux, possible. ouais, pour l'époque. On venait d'apprendre l'imprimante, quoi. Enfin, sans déconner. Vous voulez que je vous donne la réponse, du coup? Ouais, vas-y. Alors non, hein, c'est faux. Hein. Ah, yes. Ouais. Complètement con, lui. Tu nous as mis le doute, hein. Tu nous as mis Oui, le doute, non, hein, mais en franchement, fait, la vérité, tu nous as mis le doute. Totalement, oui. En plus, t'as raison de le souligner parce qu'en fait, Léonard de Vinci, donc il est né en 1452 et il est mort en 1519. Ça, c'est pour ses dates de naissance et de mort. Alors que, on lui doit beaucoup de choses, hein. Parce que Léonard de Vinci, hein, notamment, l'ancêtre de l'hélicoptère, pour en citer. Le tank, pour garder un lien avec Léo. Exactement. Le tank. ouais. Le premier. Or, l'impression par 3 dimensions commence à donner de bons résultats aux alentours des années 1970. Voilà. D'abord au Japon, par des essais qui s'avèrent être plutôt concluants, et qui vont donner lieu à breveter la technique aux alentours des années 80. D'accord. Pour trouver la précision qu'on lui connaît au début du XXe siècle. Par contre, l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1450, soit 2 ans avant la naissance de Léonard, sera la seule forme d'imprimerie qu'il connaît pas. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà déjà pas pas mal. Tout à fait. C'est déjà pas mal. Je dis beaucoup la vérité aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En fait, tu l'as dit tu pas. vois, j'avais envie de mettre un truc mais complètement what the fuck. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, en fait, le meilleur moyen de pouvoir piéger, effectivement, C'est de mettre Léonard de Vinci. Ouais. Il a inventé tellement de trucs que des fois tu te demandes si c'est vrai ou Bah, pas. parce que t'aurais posé la question avec Jules César ou avec, Ouais. n'importe qui, on aurait dit. Ouais. Alors, la C'est vrai que là, prochaine, tu nous mets le... Alors, il y en a une autre encore. oui, c'est la dernière, qui du coup sera, je pense, assez facile à trouver. Les tout premiers Homo sapiens arrivant en Europe, buvant de la bière. Les tout premiers? Oui. Il y a de la bière comment? Est-ce qu'il y avait, De la des bière, de fruits l'alcool, dedans du coup. Ah, de l'alcool? Ouais. Pas de la Ah. bière, De l'alcool? les tout premiers. Donc, on est sur du 40 000 alors, du coup. Enfin, c'est 50-40. Hmm. Du coup, c'est faux. Pour la bière, les premières bières à tester, c'est 11 000. Donc. Il est bon. Ah ouais. Oui, mais enfin, il travaille dans Et en un plus, milieu. je suis en train de monter la chronique sur la bière de Mickaël. Big up à toi, Mika, dans la foulée. Alors effectivement, hein, c'est faux, hein, parce qu'on considère aujourd'hui donc les premiers descendants de notre espèce arrivent il y a environ 40 000 ans en Europe, et bien qu'ils soient présents bien avant en Asie, en Australie, même en Afrique, où notre espèce, jusqu'à une hypothétique preuve du contraire, est présente il y a près de 300 000 ans d'ailleurs. Hein. Or, les premières preuves d'une utilisation de culture dans la vue de faire de la bière remontent à il y a 10 000 ans, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, en Mésopotamie notamment. On peut remonter peut-être même un petit peu plus loin en arrière, si on considère que nos ancêtres ont aussi utilisé des plantes telles que le houblon de manière sauvage, et c'est-à-dire sans avoir la possibilité, comment dit, le savoir ou la capacité, ça dépend, hein, de les faire pousser. On parle donc avant l'invention de l'agriculture, il y aura donc près de 30 000 ans d'écart. Mais cela n'empêchait pas nos ancêtres de se droguer par des plantes, des champignons, d'autres techniques, leur permettant d'atteindre un autre plan d'existence, sans doute pour des raisons spirituelles, bien que ce soit encore flou aujourd'hui. Ne faites pas ça chez vous, hein. Si vous prenez des genévriers, vous redescendez pas après derrière. Bah tiens, d'ailleurs, tu fais effectivement bien d'en parler, puisque du coup, j'y venais, on peut citer Lascaux cool. et le genévrier brûlé autour de 20 000 ans. Et le principal problème étant que la quasi-totalité des substances hallucinogènes, voire potentiellement alcooliques, résulte de matière organique. Donc, disparaît avec le temps, elle se décompose, et ce qui veut dire que plus on remonte le temps, fatalement, moins on aura de preuves de celle-ci. Par contre, je peux rajouter un petit truc. Oui, si je dis pas de conneries, je crois qu'on a génétiquement une résistance dans notre ADN à tout ce qui est alcool et drogue dure. Oui, on a découvert effectivement qu'on avait dans nos gènes cette résistance effectivement à tout ce qui est alcool et drogue. Ce qui veut bien dire une chose, hein, c'est que nos ancêtres ils s'en sont pris des bonnes, de caisse. Dire effectivement, hein, ça il y a aucun doute. Pas que avec l'alcool. Même si on ignore pourquoi, on imagine bien que ça leur faisait parfois du bien, hein, bien sûr. La dopamine, hein, écoute. Voilà, hein, ça reste, c'est assez intéressant de le Il savoir reste aussi. humain après tout.
Voilà, du coup, j'aurais terminé de mon côté pour ce petit quiz. C'est trop bien. En plus, ça fait une transition incroyable avec ma chronique. Oui, puisque nos ancêtres n'ont pas fait que, effectivement... nos ancêtres n'ont pas fait que picoler et se droguer. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne, parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.